Je te reçois très bien, Grande Orchis. Tu es en Oui, repérage là? moi Oui, j'ai oui. réussi à Est-ce écouter que tout tu le m'écoutes monde. bien? Moi, je vous écoute très bien. Ok, bah c'est super. Donc, Merci. on est vraiment en live. Et alors, je vous explique juste, quand je vais parler ou je vais souvent mettre en évidence la personne qui est en train de parler. Donc, je vais commencer, moi, à présenter, et puis je vous introduirai un à un. D'accord? Mm. D'accord. Ok. Bon, oh, tu es déjà rentré, hein? Oui, alors bonsoir tout le monde, bienvenue encore, d'accord. Je suis la bienheureuse du terroir, toujours pour valoriser nos terroirs dans toute leur diversité. Je ne suis pas toute seule ce soir, je suis Je avec n'écoute tout mon rien. Je n'écoute rien. Ah Je oui? n'entends rien là. Ah, ça veut dire qu'il faut Alors, peut-être Allô? attendez. augmenter Est-ce que vous le m'entendez? volume. Il faut augmenter Est-ce le que vous au moins volume. vous m'entendez? Alors, donc, on va recevoir comme ça plusieurs membres de la communauté Ungom du Gabon et notamment le grand tonton Alain Serge Ngwa Sangué. On va avoir aussi Bonjour. l'anthropologue Hugues Awanet et puis un autre aussi également qui est un invité, on l'appelle le sage l'ancien, qui va pouvoir nous édifier sur le culte du Mongala pratiqué chez les Ungom. Alors, il faut savoir que le culte du Mongala, il est pratiqué dans la plupart des peuples du sud du Gabon, jusqu'on va dire même au centre. Et ben en fait, ils vont vous parler de ça. Et c'est une chance que nous avons aujourd'hui parce qu'en réalité, les initiés n'ont pas le droit de parler de ce genre de choses à des néophytes. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, si on veut aller à fond dans la préservation, eh bien, il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe, de ce que l'on peut retenir comme héritage, de l'impact du Mongala, en fait, aujourd'hui, en effet, est-ce que ça se pratique encore? Est-ce que c'est pas mort? Donc, c'est tout ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce soir. Tonton Alain Serge. Bonsoir, Voilà. ma nièce. Je suis toujours là, toujours très heureux d'être parmi vous et me permettre de partager la culture Ngom comme on le fait depuis plus de 3 ans. Donc, c'est un plaisir pour moi. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va aujourd'hui dire bonsoir également à Massi, qui nous est d'un grand soutien à l'Académie parce que vraiment c'est un érudit, hein. Faut pas la négliger quand vous la voyez comme ça. Elle connaît beaucoup de choses par rapport à sa culture et à sa langue elle rappe en Ngom. Vous savez, elle rappe en Akele. Pour ceux qui ne savent pas, les Ngom, les Akele font partie des Ngom. Voilà. Donc, Massi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. De toute façon, je suis heureuse aujourd'hui de participer à cette émission. Donc, je suis à Kélé, mais j'ai grandi principalement chez les Akélés. Donc, j'ai passé quasiment la majeure partie de ma vie auprès des Akélés. Donc, ce soir, je ne maîtrise pas systématiquement le Mongala, mais il y a forcément des éléments que je vais apporter au fur et à mesure des discussions. Ok, merci beaucoup, Massi. Et qu'est-ce que ça veut encore dire, Massi? Massi, c'est les choses de la terre. Ah, ok, Massi. d'accord. Très bien. Membre Massi. Ok, Ça veut c'est dire pas membre Massi Massi. TGV. C'est un diminutif du membre Massi. Tu vois? Après, ils ont recoupé. Généralement, les Akélés, ils aiment réduire les mots. Ok. Donc, il y a des mots qui sont très longs et qui, en contractant, ça devient subitement très court. Donc, mala, c'est le diminutif de membre. Qui veut Et dire les si, choses. les choses, voilà. Ok, Et si, c'est la terre. ok, très Massi. bien. Massi, très bien. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va recevoir l'ancien qui va se présenter. Il est quand même connecté depuis Lambaréné, hein, donc je le remercie tellement d'avoir eu le temps d'être là avec nous. Alors, bonsoir, l'ancien Ikosé. Bonsoir la bienheureuse. Le plaisir est vraiment pour moi de participer à cette conférence. Merci pour l'honneur que vous me faites. Bien, l'identité, vous connaissez, je
Mon état civil, c'est Icoset, Babenier, Dorkis Emmanuel. Je suis de Bellevue, à Lambaréné. Ok, bien. Et vous êtes initié au Mongala et vous allez beaucoup nous parler du Mongala. En effet, je suis initié au Mongala très jeune. J'avais, je crois, 17 ans. Okay. Et le Mongala, c'est un rite de passage pour toute famille qui se respecte. C'est vrai que, bon, la coutume, elle est en train de disparaître parce que les parents n'initient plus leurs enfants dans ce rite-là. L'Église est venue prendre la place. Et là, en fait, la facilité, parce que l'initiation au Mongala n'est pas chose facile. C'est 2 cérémonies qui se passent au même moment. Il y a d'un côté la circoncision. Ne dites pas tout. Ne dites pas tout. On va revenir à en quoi ça consiste. On va finir les présentations avec notre anthropologue, bien évidemment, Chouchou quand même, le mari d'autrui de Marie-Josée. Donc, c'est aussi mon chéri, hein, puisque je suis la femme des Ungom pour l'instant. Donc, c'est notre anthropologue et il nous aide un grand soutien, en tout cas, à l'Académie des langues et cultures. La connexion ne va pas arranger les choses, hein? Bon. Je pense qu'il faut que peut-être tonton Dorkis voit un peu le volume dans son appareil. Je ne sais pas. Bon, on va voir ça après. Pour l'instant, tu peux te présenter, s'il te plaît, à nouveau. Je suis Gawanais, je suis socio-anthropologue. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, surtout à ce plateau où va intervenir une grande personnalité du groupe Ungom. Il faut savoir que là, ce soir, on a un grand sage, un homme qui connaît énormément sur le groupe Ungom. Là, on parlera dans le cadre des rites initiatiques, mais c'est un monsieur avec une connaissance très, très, très grande sur les cultures au Gabon et notamment le groupe Ungom. Donc, je suis très honoré d'être là ce soir et d'écouter également. Donc, vous allez... Voilà. Alors, moi, je vais dire quelque chose à ceux qui nous regardent. Vous savez, on a besoin de votre aide parce que sur les réseaux sociaux, en vérité, le contenu qui est le plus regardé, qui est le plus aimé, le plus adulé, le plus partagé, c'est souvent de contenu qui est assez abrutissant. Et c'est par exemple tout ce qui va consister à, en fait, le ventre et le bas-ventre, en fait. Quand il s'agit de l'instruction, de faire de l'éducation populaire comme nous, on voit que vraiment vous êtes une minorité à nous accompagner, à nous soutenir. Alors que venir dire des secrets comme ça, c'est un peu venir aussi étaler un tout petit peu de nous sur les réseaux sociaux pour des personnes qui sont au demeurant assez pudiques. Donc, pour nous soutenir, et c'est gratuit, je vous prie de partager massivement parce qu'il faut qu'il y ait aussi beaucoup de saturation de contenu intellectuel, de contenu qui fasse l'éducation populaire, de la réconciliation de l'homme noir avec qui il est, d'accord? Donc, je vous remercie pour cet effort-là, ok? Bon, cela étant dit, sans plus tarder aujourd'hui, c'est pas moi la star, ce sont les Ungom qui sont les stars aujourd'hui. Donc, on va passer la parole. On va laisser la parole au Ungom et moi, je vais commencer à poser la question à tout le monde. En fait, c'est quoi le culte du Mongala? Qui peut déjà me dire un peu c'est quoi le culte du Mongala? Je crois qu'il faut donner la parole au doyen qui est là. Hein, bon, on va donner la parole au doyen alors. Oui. Donc, doyen, nous, on t'écoute. On t'écoute. Bon, écoutez, parler du Mongala dans un environnement où les femmes, où il y a la présence de femmes, c'est pas très indiqué chez nous. Mais voyez-vous, le monde a beaucoup évolué et nous sommes en train de fracasser certaines barrières pour le bien, pour la survie de nos traditions. Certainement, parmi ceux qui nous regardent, vont pas très bien apprécier mon intervention parce que nous sommes restés dans le carcan des interdits traditionnels et moi, en tant qu'initié qui se respecte, vous allez constater tout au long de nos échanges que je vais être parfois limité, je ne pourrai pas
pousser les explications un peu plus loin, parce que Mungala est un rite purement masculin. Je répète, le Mungala est un rite qui est purement masculin. Nous admettons dans ce rite la présence des femmes jumelles. Hein? Même des hommes jumelles, même des incirconcis qui sont des jumeaux. Hein? Il y a une certaine manière de les faire entrer dans le corps de garde et une certaine manière également de laisser communiquer avec le Mungala. Mais le Mungala est purement un rite masculin. Même si, à l'origine, ce sont les femmes qui sont les propriétaires. Je ne vous dirai pas quelle femme, ni dans quelles circonstances ce rite est arrivé chez les Ungom, mais les Ungom en sont les précurseurs, ce sont les tout premiers. Les Ungom, et quand je parle Ungom ici, je parle du Baumbu, je parle de la Kélé, je parle du Ndassa, hein? Je parle du Mbawin, surtout ceux-là. Ensuite viennent un peu les Saké, mais le Mungala est un rite purement masculin. Et vous décrire ce que c'est, ce ne serait pas possible parce que, excuse-moi Massi et la bienheureuse, je suis vraiment désolé, vous êtes les femmes, vraiment ce n'est pas possible que je le fasse. Merci. Ok, d'accord, merci l'ancien. Alors, l'ancien ici a bien dit que par Ungom, il entend les Bawumbu, les Ndassa, tout ça. Est-ce que Massi aujourd'hui peut nous en dire un peu plus sur la constitution des Ungom pour que les gens se rendent compte, par exemple, hormis les Ndassa, les trois que l'ancien a pu citer, qui d'autres seraient concernés par ce culte quand on parle des Ungom? Allô, Massi? Oui, il faut ouvrir le micro. Ouais, On dirait qu'elle a un souci. Son micro est fermé. Bon, que là c'est bon? Massi, c'est bon? Juste Oui, nous dire oui, les c'est différentes constituantes Ungom et où est-ce qu'on les trouve. Et on est sûr que toutes ces constituantes Ungom là aussi appliquent pratiquent également ce culte-là. Comment je n'ai pas compris? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on entend par Ungom? Est-ce que tu peux nous dire les différents endroits où on les trouve? Oui. Ungom, en fait, c'est le nom. En fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que Ungom, c'est le nom de départ du peuple. Donc, le peuple, à la base, s'appelait Ungom. Ungom, ça signifie guerrier. En gros, ça vient des deux verbes. Donc, il y a deux verbes qui sont rattachés à ce mot. Il y a Ungomelian, qui veut dire se battre, et Bungomeka, qui veut aussi dire frapper. Donc, Ungom, ça signifie guerrier. Donc, à la base, ce nom, c'est le nom de tout le monde. Ensuite, au fur et à mesure que le peuple s'est déplacé dans les différentes régions, ils ont adopté de nouveaux noms. Bien sûr, les noms ont un sens qui ont un lien direct avec la localisation, avec le fait que certains soient partis ou ne soient pas partis, etc. En tout cas, en reconstituant l'ensemble des noms, ça permet aussi de reconstituer le puzzle. Ça veut dire de reprendre, rassembler les différentes étapes en fait de leur déplacement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Bungoms se retrouvent dans la quasi-totalité du territoire. Les Bungoms, au départ, ils ont occupé les 8 régions du Gabon. Donc, ils ont été présents dans le Grand Nord, ce qui s'appelle aujourd'hui le Grand Nord, qui est majoritairement, parce que les Bungoms sont toujours dans le G9. Hein. Beaucoup pensent à tort qu'ils ont quitté le G9 et ils n'y existent plus. Donc ça, c'est aussi une fausse information, malheureusement pour ceux qui croient que les Bungoms ont disparu du G9. Ils y sont encore aujourd'hui, à date. Et donc, ceux qui sont encore là-bas, ce sont majoritairement les Saké,
Voilà, et Bungom, en tout cas, quand j'ai dit c'est-à-dire les différentes constituantes. Parce que tous les Bungom aujourd'hui, au fil des déplacements, ont leur langue. La langue a légèrement varié. Bon, je ne sais pas si je peux dire légèrement ou beaucoup varié, mais en tout cas, la langue a varié au fil des déplacements. Donc, ce qui fait que dans les différentes régions, on aura aussi un parler qui est légèrement différent. Donc, on les retrouve dans les 8 régions, mais sauf que en majorité, quand je dis en majorité, c'est par rapport au nombre de la population. Donc, ils sont majoritairement plus nombreux dans cette région, alors que dans le G9, ils sont quand même en minorité. Ils sont uniquement à la Lara. Voilà, Ok, d'accord. ils n'occupent plus la grande partie de ce territoire. Ils occupent la Lara, c'est tout. Par contre, dans les autres régions, ils ont encore de grands territoires. Donc, les constituantes, donc je vais vous donner les constituantes. Il y a ceux qui continuent de s'appeler Bungom aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on va que, retrouver à Mekambo. voilà, on les retrouve dans le G6 à Mekambo, à Lastourville. On les retrouve dans le Goué, Kulamutu, voilà, à Kulamutu, à Mimongo. On les retrouve aussi. Non, je pense que c'est tout. Hein. Ceux qui s'appellent Bungom, en tout cas, ceux qui ont majoritairement gardé cette appellation, ça veut dire qu'ils se présentent premièrement comme étant des Zungom. Après, il y a les autres qui ont gardé plutôt leur nouvelle appellation. Donc, on a les Dombodi qui est là. Mais justement, je pense qu'on peut laisser à Hugues nous en dire un peu plus sur les différentes constituantes vite fait parce qu'on a déjà fait un live là-dessus sur les Akélés. Oui. Mais c'est pour les gens qui demandent, par exemple, les Bungom qui vivent à Mekambo, est-ce que c'est les mêmes? Donc, est-ce que Hugues, tu peux nous dire vite fait comme ça, là, sans aller trop dans les détails, les différentes constituantes, en fait, du groupe Bungom et peut-être les provinces, les endroits où on les retrouve sous différentes appellations, par exemple? Bon, c'est vrai, on avait déjà fait un live. Vous m'écoutez, non? Vous m'écoutez bien? Oui, on t'écoute bien même. Oui, nous t'écoutons. On avait déjà fait un live sur le sujet. Bon, peut-être pas sur les composantes vraiment en tant que telles, mais je sais que vous, à l'Académie des langues, vous avez pas mal d'archives là-dessus sur le groupe Bungom. Alain Serge pourra aussi compléter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire des peuples du Gabon, quand on part des premiers explorateurs, des premiers arrivants, on remonte quand même à vers 1400 ou même plus. Voilà, donc il faut savoir que les contacts avec les Européens ont entraîné de multiples changements dans la composition des populations, en tout cas dans l'ensemble des populations du Gabon. Mais il y a des populations qui ont connu quand même des grands bouleversements. C'est le cas des Zungom. Et il y a une très, très, très bonne thèse sur la question des Zungom dont j'ai présenté ici. C'est la thèse de François Ngolène, qui est du même village que tonton Dorkis qui est ici. Vincent Ngolène donc, nous dit dans sa thèse, il nous montre comment l'ethnonyme, donc le nom de la population, Ungom, a changé progressivement au cours de l'histoire. Ce nom qui a été le nom Bakele, qui a été d'abord été attribué aux populations qui sont dans l'estuaire, qui étaient en majorité des Nkoman et puis des Mutombodien, qu'on retrouvait dans l'estuaire parce qu'on peut retrouver les clans. Il y a des anciennes cartes qui mentionnent les noms des villages et les noms des clans de ces populations-là. Les cartes du 19e siècle, 18e siècle, qui vraiment, où sont consignés les noms des populations, mais les noms des populations, les noms des clans des populations qui étaient dans l'estuaire, où ils habitaient. Ça existe. Donc, ces populations-là, progressivement, ont changé d'appellation, non pas par le fait des populations elles-mêmes,
ces dénominations nouvelles telles qu'Akele naît d'une incompréhension de la rencontre avec les Occidentaux. Parce que lorsque certains désignaient ceux qui sont au plus bas de l'Ogooué comme Bankelo, par opposition à ceux qui sont, donc ceux qui sont à l'aval, par opposition à ceux qui sont en amont, l'ethnonyme Bakele, consigné par les Occidentaux qui ne comprenaient rien du langage de ces populations-là, est devenu le nom d'un commun qui habitait dans l'estuaire et a eu par la suite une extension d'application de ce nom-là aux populations qui étaient le long de l'Ogooué jusque dans l'est du Gabon. Mais attention, dans l'est du Gabon, il n'y a pas eu une récupération de ce nom tel que ça a été fait dans l'estuaire et le Moyen-Ogooué, parce que je vous ai montré par l'étude de François Ngolène que lorsque les explorateurs allaient de plus en plus en profondeur du Gabon, ils se sont rendus compte, par exemple, en rencontrant les Mbangouins, mais que les Mbangouins parlaient et ils se désignaient comme étant les Mbangouins. Voilà. Et ils se sont dit, mais ils ont commencé à consigner Mbangouins, ils ont commencé à consigner les ethnonymes des populations à partir, on va dire qu'à partir de Logo et Vindo, mais c'est surtout quand ils ont rencontré les Mbangouins en allant qu'ils se sont rendus compte que mais, ces gens-là se désignent autrement, mais ce n'est pas les mêmes Bakelais qu'on a croisés dans l'estuaire. Voilà. Donc, c'est comme ça que les ethnonymes naissent. Donc, les ethnonymes, il faut savoir que les noms des ethnies, comme les noms des personnes, peuvent disparaître par la rencontre des cultures. C'est le cas, par exemple, dans l'estuaire du Gabon, des Makina. Les Makina, c'était un grand groupe, aussi grand comme on voit les Ungom. C'était des grands guerriers. Les Akele les appelaient les Usheba. Donc, tu vois, ce sont les gens, on les désignait par les cornes qu'ils portaient. Usheba, c'est le nom de la corne qu'ils portaient. Ok. Arrivé dans l'estuaire aussi, il a complètement disparu et pourtant ils sont là. Ils ont emprunté des noms Fang, mais ce qui trahit les populations, c'est que quand on demande, ce qui est fondamental chez nous les Bantous, c'est quand on te demande ton clan et ton lignage. On ne demande pas aux gens la langue. Quand tu te présentes, on te demande quel est ton clan ou ton lignage. Ce qu'on appelle improprement dans nos sociétés les tribus. Mais on n'aime pas en anthropologie le concept de tribu, tout simplement parce que c'est un concept qui balkanise les populations. Or, les populations dépassent les frontières de la langue. Exactement, exactement, et tu as vraiment raison. Donc, merci pour ce bel exposé. Je vais maintenant laisser la parole à tonton Alain-Serge Ngouassangé, d'accord, de Ungom est fier, dans cette communauté-là, Facebook, dans le groupe, voilà, est si accessible. Il va maintenant nous dire qu'est-ce que c'est le Mungala. Alors, tonton Alain-Serge, je te laisse. Tu as tout le temps pour nous expliquer. Bon, merci la bienheureuse du terroir. J'aimerais d'abord ici, avant de commencer de parler du Mungala, ce sera juste pour rappeler à ceux qui nous suivent, donc les téléspectateurs, que nous n'allons pas, comme l'a si bien dit l'ancien Dorkis, nous n'allons pas rentrer dans les détails. On va lire un document pour qui nous a été fourni où l'on a eu des informations à travers nos informateurs. Mais avant, je tiens d'abord à revenir sur les différents noms qui ont été tout de suite cités par Massy et Hugues. Et puis avant de parler de ces différents noms des Ungom, j'aimerais ici d'abord rendre hommage à notre ancien qui nous a laissé il y a aujourd'hui 2 semaines, donc l'anthropologue journaliste Albert Yangari, qui a fait un gros travail sur le dictionnaire des noms Ungom. Et devant moi, j'ai un document sur la cartographie, effectivement, qui donne un peu l'emplacement des différentes composantes, donc des langues parlées des Ungom, pour m'exprimer simplement, autant pour moi. Donc, géographiquement parlant,
pour reprendre ce que disaient Passy et Hugues, les Ngom sont partout dans le Gabon. Donc, à Franceville, ce sont les Mbawins qu'on trouve là-bas, l'ethnie de l'ancien qui nous a laissé, donc Albert Yangari. Et lorsqu'on va dans le Goué-Vindo, personnellement, je suis allé, j'ai rencontré des Ngom. Là-bas, on trouve les Mbawins, les Tumboudi qui sont sur place. Et il y a aussi les Chaké qui sont sur place, comme à Oyem, dans le Wellington, on va dire dans le Wellington. Et dans le Moyen-Ogooué, on a le Ndambomo, qui est une variante des Ngom, le Nkomo, le Nyonga, le Sampitou, le Ntumbudié. Et dans l'estuaire, je ne sais pas s'il y a encore les Nkomo. Bon, ça, on pourra peut-être vérifier dans la zone de bon, ça, l'estuaire on en verra. partant Mais dans mon village, il y a les Oui, ça y est Ndambomo. encore, parce que Bon, dans ma famille, il y a voilà. aussi ceux qui sont comme Voilà, qui sont donc dans il faut vraiment vérifier parce que dans la zone de Kango, la zone de Kango, comment en allant vers, quand on quitte Kango, on va jusqu'à, comment on appelle, sur la route là, il y a un village qui porte un nom Ngom. Kolentanga, vers Non, non, Kolentanga, non, pas Kolentanga. Kolentanga, c'est avant. Mais vers par contre, on dépasse Kango. Il y a un Jambeli, c'est ça. village, voilà, il y a un village qui porte un nom Ngom. Et bon, ça va me revenir. Et puis ensuite, quand on quitte l'estuaire, dans la Ngounié, là, on trouve une grande variété. Donc, plus des noms. Ça, c'est dans la récolte de données de l'ancien Albert Yangari. Là-bas, dans la Ngounié, on trouve le Nkomo, le Mbawin, le Nyonga, les Osandé, le Yungu, le Tumbudier, le Tumboudi. Le Tumboudi, c'est différent, c'est un peu différent de Ntombolo, Ntombolien. Donc, la langue c'est celle parlée par Hugues, parce que j'ai fait une comparaison entre ces deux langues. Donc, vous voyez un peu, vous connaissez l'ancien qui parle à la radio Gabon, à la télévision, comment il s'appelle encore là, Obasanjo. Je ne sais pas si vous l'avez écouté discuter, parler un peu à la télévision. Vous allez faire une comparaison de ces parler avec le parler de lac, donc en aval de l'Ambaréné. Donc voilà un peu succinctement les langues qu'on retrouve sur le territoire, hein, donc les langues qui sont un peu dispersées. Bon, maintenant pour revenir à notre sujet, le Mongala. Mongala, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors le Mongala, comme disait l'ancien, le sage d'Orchis, le Mongala c'est un rite de passage obligatoire pour les Ungom. C'est un rite de passage qui est en fait exclusivement réservé aux hommes. Donc voilà. Et le grand disait tout à l'heure qu'il ne peut pas rentrer dans les profondeurs pour donner l'histoire, pour parler l'histoire du Mongala, mais le Mongala, à la base, ce sont les femmes qui ont pris le Mongala dans la forêt et qui l'ont amené au village. Et maintenant, les hommes l'ont récupéré et ont fait de ce rite leur rite. Donc voilà un peu brièvement ce que je peux vous dire sur le Mongala. Voilà. Ok, très bien, merci. Sauf qu'on ne peut pas s'arrêter là quand même. C'est trop simple de nous dire comme ça que le Mongala, on l'a juste pris les femmes l'ont pris dans la forêt, l'ont ramené. Sous quelle forme est-ce que le Mongala s'est révélé? Est-ce que le Mongala c'est une tortue rare que l'on ne retrouve qu'en forêt? Est-ce que le Mongala c'est un génie? Est-ce que le Mongala c'est, comment on va dire, c'est une substance révélée? Moi je sais pas. Est-ce que le Mongala c'est une sirène? On sait pas en fait. Tonton Alex Serge. Je ne sais pas si sur le contrôle du grand, je ne sais pas s'il est encore. Je ne le vois plus. Lui, Hein. il est en mode feu follet, mais je pense voilà, que il a un petit souci. Bon, c'est la connexion à l'Ambaréné là-bas. D'accord. En fait, ici, le Mongala, d'après les informations que j'ai eues de mes informateurs, bon, on va pas faire dans ce qui est, on va pas faire dans le tabou. Hein. Le Mongala, c'est un animal. Au cours d'une partie de pêche, les femmes ont récupéré un animal qu'elles ont ramené au village. Voilà, simplement.
mais je ne peux pas vous dire physiquement comment cet animal est. Quand j'étais plus jeune au village et quand j'ai grandi, j'ai toujours assisté aux cérémonies du Mongala et en, en profane, je pouvais pas et je ne peux pas aller au-delà de ce que je sais. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire concernant le Mongala. Ok, alors, donc on a compris que Après, il y a un rite de passage en fait, mais de passage de quoi? Puisque les femmes ramènent cet Bon, animal, c'est un rite de passage de quoi? Enfin, de quel point A pour quel point B en fait? Bon, l'ancien là, il va prendre le relais pour Bon, pouvoir expliquer simplement, voilà. c'est peut-être que c'est peut-être les questions que tu poses aux tenants des traditions qui ne sont pas suffisamment claires. vous là, si vous ne voulez pas dormir, moi, je vous mets dehors. Hein. Il faut, Je veux pas entendre le bruit. c'est dans le domaine initiatique, il y a de l'ordre, il y a ce qui est de l'ordre du, du visible et de l'invisible. Alors, D'accord. c'est peut-être qu'il faut poser des questions qui sont tout aussi simples. Ces sociétés initiatiques-là, elles ont d'abord, c'est là, et là, je vais peut-être inviter les tenants des cultures gabonaises. Pourquoi? Parce que lorsque ces questions, peut-être qu'il faut poser les questions, je vais t'aider à poser les questions. Mais Hugues, excuse-moi. Non, Là, on a besoin de savoir quand non, même non, le rite de passage de quoi à quoi. oui, mais Je le rythme, pense pas qu'il mais, faille mais faire un secret pour ça. non, mais, mais ça non, dépend. mais je, Ça dépend de questions que toi tu poses. Qu'est-ce que tu cherches? Parce qu'il faut savoir que les rites du Gabon, ils ont parlent des aspects sociaux. Qu'est-ce que ces rites-là ont du point de vue social? Qu'est-ce qu'ils apportent? Non, mais ça, c'est Ils ont. après, en fait. Mais oui, Ça, c'est après. mais parce qu'il n'y a que ça qu'ils vont c'est de ça qu'ils vont te parler. Ils vont pas te parler, ils vont pas venir te parler des choses qui sont de l'ordre des secrets qui sont les leurs, parce que un initié, il est tenu par le secret. C'est pas parce que il cacherait des choses, mais parce que ça procède même de l'essence du fonctionnement de ces sociétés-là. Donc, ce qui serait intéressant, moi, là où j'inviterais peut-être le doyen d'orchestre, on est en train de parler de... Mais là, il a des soucis de connexion graves. Donc, on va Bon, sûrement essayer de Bon, on est mais en répondre. train... On est euh, en moi, train... j'aimerais ajouter quelque chose. En Est-ce fait, que... je Non, pense je voulais que, terminer là, pardon. ah oui, termine. Non, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, là, ces sociétés initiatiques s'intégraient dans un cadre social, un cadre politique, un cadre environnemental. Qu'est-ce Oui, qu'on peut en tirer aujourd'hui, sans pour autant parler de ceux qui font là. Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui? Quel était le sens de ces sociétés initiatiques-là? Ces sociétés initiatiques-là, elles avaient quand même des rôles bien précis dans la société. Et ces rôles-là, on peut en parler. On peut parler de ces rôles-là. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qui aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, on parle, par exemple, moi j'écoute certains Gabonais dans certains forums, il nous faut une démocratie qui est à nous. Mais cette démocratie-là, elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir d'une manière de vivre, d'une certaine manière. Moi, je sais, par exemple, que en ce qui concerne les cultes qu'on appelle l'Ombwiri, chez les Miennes, on sait que ce sont des cultes qui ont un rapport direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'environnement, la gestion de l'environnement, le rapport de l'homme à l'environnement. Mais il n'y a pas que, il n'y a pas que eux. oui. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça, Quel était leur rôle? Qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui là? Il y a oui. des endroits, quand on part chez moi dans les lacs, qui sont, par exemple, îles interdites. OK, on ne Oui, veut pas parce que savoir. c'était pour la reproduction des espèces, l'environnement et Et autres. voilà, moi Ça, je pense que, c'est très bien pour la préservation des ressources halieutiques. mais Sauf que voilà, c'était là, comme des lois. voilà. C'était comme Ce des que lois moi, comme nous les je avons demande aujourd'hui. pour commencer, c'est Mais oui. juste que l'on puisse dire c'est un rite de passage de garçon à l'homme, comme John Peter l'a écrit. Quand on fait les Bon. simbous chez nous, on sait que c'est pour la femme, par exemple, un rite de passage de la jeune fille à peut-être la femme quand elle a ses premières règles. Donc, je veux dire que de savoir au moins dans quel cadre c'est de pouvoir restituer dans un contexte simplement sociologique à partir de quand, ou bien c'est quand l'enfant naît, la présentation à la lune. En vérité,
Je veux dire, pour ne pas prendre le poisson par le milieu, partir quand même d'un début. Quand tonton Serge nous lance la perche comme ça, que c'est un rite de passage. Un rite de passage, c'est quelque chose qui est en transition, mais qui vient d'où à où. Oui, Donc, est-ce que tonton Alain Serge peut confirmer que c'est bon, ce que John Peter dit là, c'est ça, que l'on retienne que c'est un rite de passage de garçon à l'homme? Est-ce bon, que ça, au moins, oui, la bienheureuse du terroir, je vais m'efforcer de répondre et te donner une réponse par rapport à ce rite, le Mungala. Le Mungala est un rite de passage, en fait, euh, du jeune homme. C'est voilà. dans la société Ungom, euh, à partir d'un certain âge, donc on va dire 16 ans, il y a la circoncision. Je pense que le Mhm. premier live qu'on a eu à faire, on a parlé de la circoncision. Oui, il y a des Euh, gens qui disent ici que chez les Kota, par exemple, la circoncision s'accompagne forcément du Mongala. Mais ça, c'est chez voilà, les Kota. Moi, je ne sais pas chez les Ngom. effectivement, chez les Ungom, pour être initié au Mongala, il faut être circoncis. Il faut passer par l'ablation du prépuce. Il, euh, et ce rite n'admet que les circoncis. Donc, si le jeune homme n'est pas circoncis, il ne peut pas s'initier au Mongala. Donc, voici, donc, pendant les cérémonies du Mongala, seuls sont admis, ce sont les jeunes adolescents. Et ces jeunes adolescents, en fait, subissent pendant cette cérémonie un, une série d'épreuves. Et il faut réussir toutes les épreuves. Et lorsque le jeune n'aura pas reçu une épreuve, ce sera en fait une honte pour non seulement pour la famille, pour le clan, et le jeune homme ne pourra pas en fait accéder à effectivement à ce qui suit. Donc, il peut même, parce qu'il y a des conséquences au niveau de si le jeune homme ne réussit pas ce test-là, donc on va dire l'impétrant, s'il ne réussit pas ces tests, il peut être banni du village parce qu'effectivement, il n'a pas fait la fierté de sa famille. Donc voilà un peu. Et pour ajouter, ce rite du Mungala prépare le jeune homme. Parce que, en fait, le Mungala, au départ, c'est ce rite de passage, c'était en fait réservé pour préparer le jeune homme à la guerre. Comme on l'a introduit dès le départ, Lungom est un guerrier. Donc, il fallait effectivement passer par ces rites-là pour pouvoir se préparer à la guerre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un rite le Mongala nous permet de sécuriser, non seulement d'être en sécurité, et sécuriser aussi nos familles. Donc, il y a autant de choses qui, en fait, euh, s'ajoutent dans la préparation à la guerre, le, la protection du jeune homme et sa famille, donc on va dire de l'homme et sa famille. Et puis, il y a, qu'est-ce qu'on m'a donné? Mon informateur m'a ajouté quelque chose que je vais vous partager là. Un instant, je vais lire parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. On est connecté. Donc, en fait, en plus de ce que je viens de dire, euh, c'est vraiment une organisation politique pour la défense de la communauté. Parce que, en fait, au départ, c'est ça. Vis-à-vis des actes de sorcellerie, des souillures et tout ce qui touche, en fait, la communauté dans les relations avec son environnement. Donc, voilà un peu. Bon, le Munga, là, c'est vraiment. C'est le quatrième, on va dire le quatrième rite de passage avant, avant donc, il a dit Macholet, les Simbu, la circoncision. Donc après, c'est le Mongala. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire, un petit résumé du Mongala
je ne vais pas rentrer dans les détails parce que C'est on déjà a, beaucoup. voilà, c'est ça. C'est déjà beaucoup. Est-ce que J'aimerais ajouter je aussi dis quelque chose. bonsoir à Maman Suzanne qui vient de nous rejoindre. Est-ce que Maman Suzanne peut se présenter parce qu'elle en ne voit pas? Et j'en profite au passage pour dire bonsoir à tout le monde. Merci pour votre soutien. Hein. Et le peu que l'on peut savoir, c'est déjà beaucoup pour nous autres. Moi, je ne savais même pas que les Ongom avaient le Mongala. Chez les Obamba, on appelle ça Ongala, ainsi que chez les Teke aussi. D'ailleurs, la vidéo sur YouTube, j'ai cherché, je n'ai trouvé que des vidéos de Ongala chez les Teke. Donc, j'ai même pas vu chez les Ongom. Du coup, c'était vraiment important pour moi de faire ce live-là avec les anciens. Est-ce que Massi ou notre anthropologue voulait rajouter quelque chose? Je vous laisse la parole. Oui, oui, en fait, je voulais rajouter, je voulais rajouter une chose. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut bien avoir à l'idée, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque et pas se focaliser sur aujourd'hui. À l'époque, on était dans un environnement quand même assez particulier et il faut aussi voir le fait que les Akélés, ce sont des patriarcats et des patrilinéaires. Donc, le jeune garçon, le jeune homme, c'est quelqu'un qui avait une lourde charge. Donc, il devait, parce que le garçon, c'est lui l'héritier. Le garçon, c'est l'héritier. Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit normalement assurer la pérennité de la culture de sa famille. Donc, étant porteur, en tout cas, étant on va dire le garant. Il y a Suzanne qui ne voit rien là. Voilà, donc je continue de parler, étant le garant, donc forcément, cette initiation, en tout cas, il faut le voir comme une sorte d'école. On ne te reçoit plus, Massi. On ne te reçoit plus, hein. Le direct. Est-ce que Hugues veut prendre... Oups. Bon, ce que je vais ajouter. Hugues aussi est parti. Ah, il est là. Non, Hugues est là. Je vais laisser la parole donc à Hugues, notre anthropologue, en attendant que Massi ne revienne. Bon, ce que je vais dire, c'est que dans son propos introductif, l'ancien Dorcas il a dit deux choses. Bon, une des choses qui a retenu mon attention, c'est savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés éclatées où les savoirs endogènes sont complètement en péril. Et l'autre élément que je retiens tout de suite, c'est que lorsque Serge a intervenu, il a mis en exergue deux éléments. On est dans une société d'intégration, de passage, et puis il a ensuite donné un peu le rôle que jouerait cette société-là. En fait, il faut comprendre que pour ce qui est de l'initiation, en ce qui concerne la période de marginalisation, cette période durant laquelle, en fait, on est comme mis en marge, donc pour subir des épreuves douloureuses, ces épreuves plongent les enfants dans un état donc nécessairement de vulnérabilité, mais c'est le chemin pour l'admission. Et donc, le Mongala, ce n'est pas une particularité parce que même dans les sociétés initiatiques comme le Mouiri aussi, donc il y a des épreuves, il faut passer ces épreuves avec succès et on les passe comment? Il faut manifester sa bravoure, il faut supporter, il faut avoir une attitude telle que en traversant toutes ces étapes, on soit admis comme membre. Bon, et la prochaine fois,
on est aussi, on soumet les autres au même rite, donc au même rituel. Voilà un peu. Mais ce qui est intéressant de ce qu'a dit Serge tout à l'heure, il faut comprendre, ce qui serait intéressant ici, ce serait de catégoriser. Ce rite-là, ce que je viens d'écouter Serge dire, c'est un rite, d'abord, c'est déjà pour préparer les hommes. Donc, il y aura une sélection, probablement par les épreuves auxquelles ils sont soumis, qui feront en sorte qu'on va sélectionner certains, probablement à être des dirigeants ou à contrôler. Parce que si le Mungala a un lien avec l'environnement, ça veut dire que quand j'écoute Serge, c'est comme si le Mungala était proche un peu des sociétés initiatiques comme le Mouiri. Et déjà d'abord, sa découverte, donc le phénomène culturel qu'il amène, parce que on a comme impression qu'il part de la forêt pour le village. Donc là, on a un sens de ramener quelque chose d'un endroit privé pour en faire un élément public, donc qui sert au grand nombre. Il est découvert par une catégorie de personnes. Donc, il faut voir aussi ces phénomènes-là. Ça, c'est ce que je peux dire. Il faut voir ce phénomène-là. Il y a une humanisation de quelque chose, parce qu'il ne faut pas juste voir la bête, l'animal, il faut chercher à comprendre la symbolique. Qu'est-ce que ça représente? Voilà, c'est ce qui est important. Mais qu'est-ce que ça représente, cher anthropologue? Ah non, mais moi, je ne sais pas déjà de quel animal il s'agit. Mais j'ai écouté, ouais. Ouais. Hugues, il faut quand même qu'on rectifie quelque chose, hein, dans ce que j'ai dit. Peut-être que, parce que pour éviter, en fait, de s'aimer la confusion dans les têtes de gens, Ouais. en fait, l'animal en question ne sort pas de la forêt. C'est lors d'une partie de pêche, parce que c'est la même histoire, que ce soit chez les Nzebi, les Kota, les Teke et d'autres ethnies, c'est la même histoire. En fait, c'est lors d'une partie de pêche que les dames vont découvrir, parce que à chaque fois qu'elles allaient à la pêche, parce que l'histoire est bien contée, il y a même aujourd'hui, on peut retrouver, c'est plus un secret pour tout le monde, on peut retrouver des documents qui sont disponibles sur Internet qui parlent effectivement du Mongala. Donc, c'est lors d'une partie de pêche que ces dames vont découvrir cet animal. Et cet animal, moi, je ne peux pas vous dire, hein, je ne peux pas vous donner dire physiquement comment cet animal se présente. Je pense que même l'ancien ici ne nous donnera pas, en fait, physiquement comment cet animal se présente. Donc, les dames, les mamans, si je peux m'exprimer ainsi, qui pêchaient, ont récupéré cet animal, l'ont amené au village. Et c'est comme ça que les hommes vont peut-être, je ne sais pas, il faut, dans nos recherches, il faut peut-être comprendre pourquoi les hommes se sont intéressés à cet animal. Et mais en faire aujourd'hui, que je vais dire, Alain pas. Serge, bon, Oui. on l'a pris dans l'eau. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce phénomène-là, comme tu le dis, on le retrouve quasiment chez tous les groupes du Gabon. Il est compté différemment, mais c'est un phénomène c'est un phénomène culturel. Il y a comme un effet de création d'un élément culturel. La culture, c'est quoi? La culture, c'est lorsqu'on acquiert maintenant, comment on appelle ça, une pratique qui s'installe. C'est-à-dire que laissons les phénomènes initiatiques. Prenons les jeunes qui créent le jazzé et tout ça là. Avant que le jazzé ne soit médiatisé, il commence quelque part avec quelqu'un. Il est probablement dans une sphère privée. Ensuite, il partage avec ses amis. Et puis, le phénomène se met en place. Il devient une danse du Gabon. En fait, sur le plan initiatique, sans rentrer dans les sociétés, dans les secrets ou quoi, nous, en anthropologie, la constante, c'est quoi? C'est qu'il y a les femmes du Gabon, on découvre des objets culturels, des objets qui vont venir créer une sorte de civilisation. C'est-à-dire que là où il y a un chaos, dans les rites, dans tous les mythes fondateurs des rites initiatiques du Gabon, on constate qu'il y a la découverte d'un objet.
cet objet, on le ramène au village. Il faut savoir qu'il y a une opposition entre le village comme lieu de culture, lieu culturel, donc lieu de production, et la forêt ou l'eau, qui sont d'abord, c'est vrai, qui sont des habitats sur le plan spirituel. Mais ça, c'est les initiés qui connaissent qu'il y a, que c'est sur le, que c'est habité, qu'il y a un monde spirituel. Mais nous, en tant qu'anthropologues, on va bien voir que quand un Gabonais, par exemple, va en forêt, pourquoi il habite un village et pourquoi il n'habite pas un campement? C'est parce que le campement, déjà, c'est un lieu passager. Mais maintenant, il y a toute une vie, il y a un monde d'interaction pour l'initié. Mais on constate que pour qu'un objet culturel devienne un objet du groupe social, que l'on soit chez les femmes avec tout leur rite, ou bien qu'on soit chez les Akélés ou chez les Mienais, comme il dit, ce phénomène-là d'aller à la pêche et de ramener l'objet au village, c'est un phénomène culturel, un phénomène qui va installer de l'ordre là où il y avait un chaos. Donc, on va commencer par la pratique. Maintenant, cet objet-là, culturel-là, il peut faire l'objet de, comment on appelle, de convoitise, de lutte, de contrôle social. Si les hommes l'ont pris, c'est que les hommes l'ont arraché aux femmes. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils l'arrachent aux femmes? C'est parce que ça fait l'objet d'un contrôle social. Mais maintenant, il faut faire attention. Quand je dis ici un contrôle social, ce n'est pas dans le sens de dire qu'on va dominer les autres. La preuve est que quand tu pars dans les sociétés précoloniales ou bien les sociétés gabonaises, dans les villages, il y a encore ces représentations-là. On verra que les sociétés gabonaises sont organisées en forme de segments. Ce sont des sociétés segmentaires et les segments s'agencent. Les femmes ont une part du contrôle social, les hommes ont une part du contrôle social. On a comme impression que comme c'est seulement les sociétés initiatiques des hommes, donc les hommes, ça domine. Mais il y a une complémentarité. Parce que quand vous regardez tous les rites du Gabon, vous verrez que ce sont des rites d'abord à la base qui sont de valence féminine. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de, comment dirais-je, d'appropriation? Non, pas d'appropriation. Il faut savoir qu'on est d'un homme et d'une femme. J'aime souvent les gens qui de brimade. Les hommes nous briment au Gabon. Non, on est d'une femme. On est d'une femme. Mais quand vous rentrez, de toute façon, quand vous rentrez dans un temple de Bouti, vous allez trouver la balance masculine et féminine. Vous allez trouver la nuit et le jour, le soleil donc, et la nuit. Donc, le fait d'avoir les deux, bipolarité. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui vont comme ça. Les deux êtres vont ensemble. Il n'y a pas de brimade. Les hommes ont leur domaine, les femmes ont leur domaine, mais il y a une complémentarité. C'est ce qu'on appelle une société segmentaire. Même quand on a un pouvoir, si rien que sur le plan politique, vous verrez qu'il n'y a pas de chef, une hiérarchie, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi aujourd'hui. Hein. On pense que les chefs africains, c'était des dictateurs qui venaient pour imposer des trucs. C'est faux. Quand ils sont dans des conseils, c'est le conseil. C'est un conseil. Et le plus souvent, c'est sous la base de la compétence. Attention, ce sont des sociétés de l'information, du savoir. Quand on regarde, quand les sages identifient quelqu'un qui n'est pas nécessairement âgé, mais qui est déjà bien mûr, et mûr, c'est quoi? C'est sur le plan des savoirs endogènes. Il peut être placé chef. C'est pas comme on dit la domination de la femme. Aujourd'hui, je suis offusqué d'attendre même comment les Africains se réapproprient un message où on dit que, un message qui revient des institutions internationales, on parle de l'égalité des genres. En Afrique, l'égalité des genres, elle n'est pas dans les modèles. La question de l'égalité des genres ne se pose pas dans les modèles précoloniaux gabonais. Parce qu'il n'y avait pas une question qu'un homme domine une femme ou ceci. Ce sont des modèles qui vont naître à partir de la colonisation. Pourquoi? Parce que à partir de la colonisation, on va détruire, on va déstructurer les sociétés gabonaises. Les femmes ne vont plus être dans des villages. Je vous prends l'estuaire, je prends un exemple. Les villes comme l'Entoum et tout ça là, c'était des chantiers forestiers. Les gens habitaient le long
le Como, du Como. Ils habitaient le long du Como. Ils avaient leurs activités. Quand arrivent les premières activités manufacturières et autres, là, on va aller prendre les mains d'œuvre pour déplacer les gens. Les hommes ne peuvent plus aller faire les plantations comme les femmes. Ils ne vont plus faire ce travail-là. Les femmes vont suivre les maris dans les chantiers forestiers. Ils vont commencer à se nourrir du riz, de l'économa. Donc, leur société, la femme va dépendre de l'homme dans une telle société. Elle va totalement dépendre du travail de l'homme. Vous comprenez? Donc, progressivement, plus de 600 ans ou 800 ans après, qu'est-ce que vous voulez? On va avoir avec l'école, quand l'école va arriver, les gens ne vont pas d'abord commencer à les scolariser les filles. Hein. Les gens qui ont commencé à scolariser les filles, c'est des familles peut-être où il y avait des pasteurs, des choses comme ça, qui trouvaient normal, et les pasteurs protestants qui envoyaient les enfants filles d'aller apprendre. Il y avait des familles qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants se faire scolariser parce qu'on trouvait que c'était l'école du colon, du missionnaire. Mais ces choses-là, ces aspects-là vont avoir une grande influence dans la composition sociale qui se fera durant la période coloniale. Il faut savoir que les premiers Africains qu'on a pris pour diriger d'autres Africains, c'était des gens qui sont partis simplement faire du catéchisme dans la mission catholique ou les missions protestantes. C'est ça. Ce sont ces personnes-là qui vont commencer à émerger. Ensuite, vont émerger d'autres progressivement. Ceux qui sont partis à l'école vont commencer à faire scolariser leurs enfants parce qu'ils savent que les nouvelles figures qui émergent sur le plan social passent par l'école. Donc, ceux-là qui ont refusé de scolariser les enfants, à un moment donné, ils vont se mettre les mains sur la tête. Ah oui, comme les Akélés. C'est plus les mêmes structures d'intégration sociale. C'est pour cela, lorsqu'on vient même parler ici des rites, sans pour autant entrer dans les secrets ou machin et tout, les gens doivent dire aux gens, on doit pouvoir être capable de dire que voilà, sur le plan social, voici comment étaient organisées nos sociétés. Sur le plan politique, voilà, quand les femmes ont découvert l'objet de la culture, il est arrivé, il a fait l'objet de convoitises et de conflits. Bon, et puis il y a eu des stabilisations, les hommes l'ont récupéré, mais aujourd'hui, il faut savoir que ce sont des sociétés, les sociétés des hommes sont complémentaires, initiatiques des hommes sont complémentaires aux sociétés des femmes. Le grand c'est Après, peut-être aussi que, bon, Oui. moi, je ne maîtrise pas le détail de Mongala, mais je me dis peut-être aussi que ils ont récupéré auprès des femmes, c'est vrai, mais c'est pas forcément resté à l'identique. Donc, peut-être aussi qu'ils y ont rajouté des éléments Mais bien nouveaux. sûr, mais bien Donc, sûr, mais bien sûr, naturellement. Eh, non, mais attendez, moi, ça me fait donc, ce rire. qui fait que c'est peut-être Écoutez un peu. Non, plus mais exactement, attends, c'est peut-être plus Massine. exactement ce que les femmes avaient. Donc, Mais les choses naturellement, ont mais bien sûr. évolué. On comprend Massi. pourquoi les femmes sont interdites. Massi, Non. non, Massi, Voilà, Massi, non, Massi et Hugues, s'il vous plaît. Je vous ai bien suivi, hein. En fait, lorsqu'on on nous explique les origines du Mongala, en fait, c'est même pas ici, il ne s'agit pas de dire que les femmes ont pratiqué le Mongala. Non, les femmes n'ont pas pratiqué le Mongala. Non, c'est pas ça. Voilà, les femmes ont découvert ou bien ont récupéré ce monstre, mais ne pouvant pas le traîner au village. Donc, elles ont sollicité l'aide des hommes. Mais comme vous avez, vous voyez que vous avez bien expliqué en disant que oui, effectivement, lorsque cet objet, pardon, excusez-moi, on va dire cet animal, cette créature, lorsque les hommes ont récupéré cette créature et l'ont amenée au village, les hommes ont trouvé qu'elle était belle, qu'ils pouvaient faire un usage personnel. Et c'est cet usage-là aujourd'hui qu'on appelle le Mongala. Est-ce qu'au départ, il s'appelait Mongala? Ça, je ne peux pas vous dire. Il n'y a que les initiés qui peuvent vous dire que oui, effectivement, il s'appelait Mongala. Mais les femmes sont restées avec leur rite, le Lissimbu. Bon, ça veut dire quoi, Mongala? Est-ce que ça oui. veut dire quelque chose en akélé, Mongala? Non, mais déjà, Mongala, c'est déjà dans beaucoup de langues. Bon, moi, je ne sais pas trop. On trouve, oui, dans beaucoup de langues, on trouve, mais personnellement, je ne saurais vous donner
une expression. Je ne sais pas si Alix, qui fait beaucoup de recherches comme moi, si c'est que ça veut Non, dire, mais non, pas du tout. Hein. non, Même, je même, n'ai même, même Et puis Lissumbu, hein. c'est Lissumbu, pas trop le nom. Hein. Vous savez, les rites du Gabon, c'est pas trop le nom. Hein. oui, 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 tout à fait. Quand vous voulez définir un rite du Gabon, c'est pas trop le nom qui doit vous intéresser, c'est tout le phénomène social, le fait social total qu'il incarne. Le fait social total qu'il incarne. Parce que ce serait définir de façon approximative un phénomène social total qui dépasse le cadre d'un simple nom. Vous comprenez? C'est comme quand on dit Ungom. Ungom, c'est bien plus profond que ce que l'on pense. Et Ungom, déjà, ce n'est pas un ethnonyme qui a trait à un parler en réalité, parce qu'il y a une variété de langues à l'intérieur. Donc, vous voyez bien que dans le cadre de certaines langues, un ethnonyme peut correspondre à une langue, mais Ungom, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça. Ce que je vais dire par rapport à ce que je vais rajouter un peu quelque chose par rapport à ce que vient de dire Alain Serge. Effectivement, on ne peut pas dire ici que ce que les femmes ont découvert, et d'ailleurs, moi, même aussi le mot monstre, on ne peut pas aimer, on ne peut pas aller prendre un monstre. Hein. On ne peut désirer que ce qui est beau. Hein. Donc, ça, c'est même déjà, il faut écarter vous savez, les mots monstres, sorciers et tout ça là nous écartent à comprendre un certain nombre de réalités qui sont les nôtres. Parce que le mot sorcier, sorcellerie, n'est dans aucune langue du Gabon. Il faut comprendre comment les Gabonais catégorisent ce phénomène-là eux-mêmes. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension qui fait que même les rites du Gabon sont mal compris par les Gabonais eux-mêmes parce que ces rites-là sont accolés à la sorcellerie, à une littérature de la sorcellerie qui est une littérature héritée des Occidentaux. Donc, au point qu'aujourd'hui, un Gabonais, notamment chrétien, va diaboliser tout. Un Gabonais qui ne connaît pas. Or, je vous prends un exemple. Une question comme le bouti. Est-ce que vous savez que en matière d'ethnobotanique, le grand savant gabonais qu'on a appelé André Raponda Walker n'a connu les plantes du Gabon que grâce aux bouddhistes qui étaient dans Sindara, là-bas où il allait là-bas. Mais Hugues, tu sais que ça, c'est l'objet d'un autre live, s'il te plaît. Donc, non, tu sais, Hugues, c'est l'objet d'un autre live, tu sais mais ça. C'était juste pour faire une parenthèse, pour dire aux gens qu'il faut faire attention. Quand on parle des rites initiatiques, mais attends, une initiation, c'est quoi? Une initiation, on l'a fait même quand on va à l'école. Quand je fais de l'anthropologie, on a des livres où c'est écrit introduction, initiation à l'anthropologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'inities à un langage, à une codification, à des savoirs. C'est d'abord ça. Le phénomène qu'on appelle la sorcellerie, il est connu des populations elles-mêmes parce qu'elles distinguent le bien du mal. Donc, on ne peut pas désigner une chose par le concept de sorcellerie parce qu'il est impropre. Moi, je vous le dis pourquoi. Parce que moi, quand je faisais ma thèse quand je menais des recherches pour ma thèse de doctorat, il y avait un grand historien américain. Il est décédé aujourd'hui. Il épousait une femme gabonaise. Il a travaillé dans le Goué-Vindo. Il s'occupait des cultes qu'on appelle les cultes de mademoiselle, le phénomène de mademoiselle. C'est quel phénomène? On l'a observé au Gabon. Mimbara. Ceux qui sont de le Goué-Vindo, ils vont entendre parler de ce concept-là, Mimbara. C'est des sortes de prophètes comme ça. Il vient, il peut te décortiquer comme ça. Il te raconte les choses concernant ta vie et tout. Et ce culte-là, à la base, ce n'était pas un culte où on utilisait les liboga. On n'utilisait pas les liboga. Ils avaient d'autres techniques pour connaître, pour arriver à être initié et faire des prophéties. Et lui, il constate que mais le culte là est passé de Mimbara, comme ça c'est faisant, pour avoir un mélange avec l'iboga. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Et moi, quand je vais faire ma thèse, je suis à Libreville. Au département d'anthropologie de Libreville, il y avait Raymond Mayer, qui était mon directeur de thèse. Et
Raymond Maillard, qui était mon directeur de thèse. Le ministre de l'Intérieur appelle, décroche. On va passer ça par là. Non, c'est pas le ministre de l'Intérieur. Et donc, il me demande de faire état, de rendre compte de mon terrain de thèse. Alors, moi, quand je vais au Gabon, je vais avec un a priori scientifique. En fait, c'est pas, oui, un a priori scientifique, mais c'était pour étudier des cultes syncrétiques. Parce que pour moi, j'étais convaincu que les gens qui sont dans l'estuaire là du Gabon, ils mélangent le christianisme et le bouti et le rite. Et c'est un bricolage. C'est écrit comme ça hein, dans les grandes études anthropologiques. On prend ces gens-là, c'est bricolage. Et puis on dit que les femmes, oh, ils sont des gens perdus, ils sont mélangés, ils ont tout mélangé et tout. Donc, c'est des gens qui n'ont plus de culture. Mais moi, je découvre que ce qu'on appelle le bouti des femmes là, les femmes ne font que faire médiatiser leur propre rite et les femmes, par phénomène, là je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, que le mungala qu'ils ont là, c'est pas le même mungala, c'est pas nécessairement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de créativité. L'être humain, en lui, il crée tous les jours des choses. Et les rites du Gabon, quand on les étudie, ce sont des lieux de création, de créativité. C'est ça même la créativité, la théorie de la créativité. Il y a un des anthropologues italiens qu'on appelle Adriano Favole, qui était d'ailleurs dans mon jury de thèse, qui a évalué ma thèse. Il est le champion de la théorie de la créativité. Et il montre comment, à partir, et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, Gabonais contemporains, voir comment ces gens-là créaient des objets culturels, comment est-ce qu'ils créaient un système politique, parce qu'on a comme impression qu'on nous a dit qu'on n'a rien du tout. Et nos rites, ils sont taxés de diabolique. Donc, c'est qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a aucune créativité. Mais il y a toute une créativité. Il y a tout un pan de théorisation du social qu'incarnent ces rites-là. Ces rites-là, de fois, ils jouent le rôle de police. Ces rites-là jouent de fois des rôles de une fonction sociale. Fonction sociale, de tribunal, au-delà de l'aspect initiatique. Parlons oui, le législatif, comme il disait, à partir d'aujourd'hui, tous les jeudis, les femmes ne vont plus en brousse. Enfin, je dis jeudi, mais ils sortaient des arrêtés comme ça. À partir d'aujourd'hui. Mais en réalité, Esther, on va nous dire que oui, parce qu'il y a un esprit là-bas, mais il y a toute une intelligence derrière. Cette intelligence-là, c'est cette intelligence qui n'est pas connue à l'UNESCO, qui n'est pas connue aux Nations Unies, que nos populations avaient des techniques pour faire en sorte qu'on laisse reproduire, on laisse en jachère nos forêts, qu'on laisse en jachère des eaux pour que les espèces animalières se reproduisent. C'est ça la vérité qui est derrière ça. Au-delà de spiritualiser tout, il y a cette vérité et cette logique-là. Et c'est cette logique-là. Et c'est super ce que tu dis, parce que je veux que tout le monde comprenne ici que, en fait, c'est comme ça qu'on s'administrait. C'est comme ça qu'on se gouvernait, c'est comme ça bien sûr. En fait, l'ordre social était tenu par quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'était un mode de vie qui régissait un peu de tout comme ça, mais toujours pour le bien commun, parce que nos peuples ont toujours vécu en accord avec l'environnement qui était le leur. Nos peuples ont toujours, surtout les Bantous, ils sont dans la conservation, en fait, et non dans la destruction de l'environnement comme on le voit aujourd'hui. Mais tout ce que l'on faisait était même, on se considérait comme des passagers, en fait. C'est-à-dire, on est de passage, donc on ne va pas détruire les choses. Et quand on va en forêt et autres, on ne prélève que ce dont on a besoin parce qu'on n'était pas des gens de culture du gaspillage, du consumérisme comme on peut le voir aujourd'hui. Donc, c'était vraiment dans le respect de l'environnement que tout allait se faire. Mais regardez même nos maisons, en fait. Les gens partaient, quand ils changeaient de village, la forêt reprenait sa place, poussait même dans les vieilles... si vous êtes passé à côté de villages inhabités, vous avez dû voir ça, de l'herbe qui sort même des vieilles maisons et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est perdu. On est maintenant dans une sorte de culture de
la possession. C'est comme Ouais. si pour que tu sois important aujourd'hui, il faut beaucoup posséder. Et non seulement beaucoup posséder, mais posséder grand, gros et autres. Et tu détruis la nature à chaque fois. Donc, toi, ta possession-là, ta possessivité-là, malheureusement, il faut savoir que c'est anti-nous à la base. C'est vraiment anti-nous. Mais Et c'est Esther, la tu as base de totalement, beaucoup de problèmes tels que la convoitise, la jalousie, les malédictions qu'on peut dire aujourd'hui, la sorcellerie, le ndoro qu'on appelle chez nous. Donc, c'est ça, quoi. Voilà. mais Esther, la sorcellerie dans les sociétés gabonaises et bantoues, c'est lorsque tu t'inscris à faux avec ce qui est communautaire, ce qui est de la justice sociale. Lorsque tu t'inscris en faux avec cela, c'est là que tu vas être mis en marge et taxé de sorcier. La sorcellerie, c'est quoi? On a étudié ça, il y a même des faits. En fait, la sorcellerie dans les sociétés africaines trouve une explication aussi bien culturelle, politique, sur le plan du droit et autres. Mais pour revenir à ce que tu t'es en train de dire tout à l'heure là, il y a toute une différence lorsqu'un être humain considère la nature avec laquelle il est en interaction pour la préserver et pour l'exploiter. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans les institutions comme l'UNESCO, les Nations Unies, lorsqu'on parle des 17 objectifs du développement durable, en réalité, ce sont les Africains qui doivent donner le modèle, qui doivent essayer de montrer, parce que nous sommes encore les seuls à avoir ce rapport-là avec l'environnement où on est partie prenante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Oui, faire... on est écolo, c'est vrai. Et Voilà. c'est vrai que oui, on a On a su une bonne gestion conserver, hein, des de toute ordures dans façon. nos villages aussi. Je vais passer Voilà. la parole à Massi parce que bientôt, Ok. il nous reste peu de temps. Je vais passer la parole à Massi et puis je vais mettre une petite vidéo. On va au moins avoir un aperçu de ce que c'est le Mongala, par exemple. Donc, bon, on va dire toujours dans le Haut-Togo, il y a les Akele, il y a tout ce monde-là. Mais à quoi ça ressemble en fait chez les Téké? Parce que c'est la seule vidéo, malheureusement, que j'ai pu trouver. Donc, l'autre faisait plus de 10 minutes, mais il y avait que 2 vidéos là-dessus. Après, Donc, après, on va revenir Mais aussi un peu c'est-à-dire sur que la c'est une vidéo qui transversalité montre les danses des qui Mongala, nous c'est ça? montre oui, c'est ça, les points oui. Et je d'échantillon. Mais pense que la après, on femme est qui sûr chante que c'est là-dedans, exactement la même danse chez les Ungom. ben, vous allez me dire, vous allez me dire, mais au moins ceux qui regardent, ils vont voir à peu près à quoi ça ressemble. Parce que chez les Ungom, vous allez dire le Mongala. Chez les Obamba, les Teke, on va dire, et les Kota, c'est Ongala. Eh oui, c'est juste la Oui, perte. mais, C'est juste la perte. la- Mais mais c'est comme on dit chez les femmes. Les miens disent ombiri, les femmes disent mbiri. On comprend il peut y avoir la perte de Voilà. certaines. Donc, je vais partager mon écran. Mais ce qui est intéressant, c'est le phénomène initiatique ou le phénomène, en fait, le phénomène social total qu'il recouvre la chose. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu es en train de dire, on va revenir après la vidéo pour montrer aussi l'unicité. Parce que ces choses-là, ils peuvent emprunter ça des autres. Mais pourquoi est-ce qu'ils empruntent? On n'emprunte pas ce qu'on n'a pas. On emprunte ce oui, qui nous ressemble. oui, Chez les Hugues, moi, Bantous. j'ai quand même j'ai quand même envie de dire quelque chose Attends, sur la, tonton, parce que la oui, vidéo va être lancée. d'accord, parce que, Attends, on va faire comme ça.
C'est parti. Oh, je vais brancher mon portable. Mais le grand Dorky, c'est parti, là. Oui, il a un problème. Il m'a écrit sur WhatsApp, là. Il y a tout un Il a Bon, souci de connexion avec. excusez-moi, vous pouvez couper vos micros. Le OK. Munga, là, que les gens comprennent, c'est le truc blanc, là, l'espèce d'animal qui est dans l'effigie, là, quoi. Mais moi, je ne vois rien. Il est où? Ben, il est là. Vous ne voyez pas les trucs, là. Quoi, Non, le Mungala, le culte Mungala, c'est quoi? Le petit animal, là, qui a comme un bec, là. moi, je Oui, ne vois rien. Je ne vois rien. Mais diffusez la vidéo à votre public. Je dois cliquer dessus pour voir. mais oui. Mais non, on me dit inscrivez-vous pour voir la vidéo. Attends. Non, c'est pas. On me Non, dit non, non. quoi? Les gens ne voient pas la vidéo, là. Non, on ne voit pas la vidéo. Moi, je Oh. vois, c'est écrit au-dessus, le culte Mungala. Il y a un petit Non, animal là. Hugues, c'est pas. Ça, c'est juste le titre. Ça, c'est. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, si. On me dit qu'on ne voit pas la vidéo. Comment est-ce qu'on Ah ne non, voit c'est pas la bon, c'est vidéo? bon, c'est bon. On voit là. Il faut que les gens voient bien que c'est le truc là. Ah, comment vous ne voyez pas la vidéo? Bon, on a vu la vidéo. Non, on a vu la vidéo. Ouais, on a vu la vidéo. C'est bon, je peux intervenir? Attends. Mais les gens disent qu'ils ne voient pas. Comment ça se fait? Non, elle est passée. La vidéo est passée. On a Elle est vu. passée. Elle est passée, on l'a vu. Remets un peu, peut-être, puisque c'est pas long. Bah, je vais mettre le lien en fait. Bon, tu mets le lien hein, pour qu'ils suivent, ouais. Je Ça, vais mettre le lien. dans le Haut-Togo, vous appelez ça Ongala. Oui, Ongala. Ouais, mon gars là. Bon, toi qui connais un peu, moi j'ai vu un peu des trucs comme ça là circuler dans le groupe de Malimbia Mangue. C'était ça, non? Non, Hugues, le Mungala chez les Zungom ne se présente pas comme on vient de le voir. Ah, Voilà bah voilà. la question que la bienheureuse du terroir posait. euh, un peu, est-ce que le culte Mungala Ah, chez les d'accord. Zungom se pratique comme chez les autres ethnies, par exemple, comme les Teke et tout le reste et tout. Non, non, c'est vraiment différent parce que chez les Zungom, le Mungala n'est pas une danse, mais une grande école du savoir parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est une série d'épreuves. C'est vrai que pendant la cérémonie, pendant la cérémonie, il y a des chants, on danse, mais c'est vraiment une école. Donc, il y a autant d'étapes, mais ça ne se présente pas comme je viens de regarder la vidéo. Ok, C'est vraiment très d'accord. différent. Voilà. Bon, alors, on va finir, il nous reste peu de temps. Euh, Est-ce que on va commencer par tonton Alain Serge et puis on va écouter, on va finir, voilà, avec Massy et puis je vais conclure. Tonton Alain Serge, qu'est-ce que tu pourrais, quoi d'autre en fait aimerais-tu partager avec nous, ben rapidement par rapport au culte Tongala, par rapport à ceux qui nous regardent présentement? À qui Bon, je redis bonsoir et merci pour vos partages et votre soutien. voilà. Donc, ce qu'on peut retenir ici, le culte Mongala est un rite initiatique de passage obligatoire pour réservé aux hommes chez les Ungom. Les femmes ne s'initient pas au culte Mongala. Et pendant les cérémonies, c'est la question on n'a pas abordée. Là, on regarde un peu pendant les cérémonies, comment ça se passe. Lorsque le Mongala sort, euh, les femmes et les profanes
ne sont pas, Ne on sont va pas dire, ne sont admis. pas admis. Voilà. Donc, seuls les mères des jumeaux et les jumelles peuvent assister à la sortie du Mongala parce que ces êtres, donc la mère des jumeaux et les jumeaux ou les jumelles, sont considérés comme des initiés, des êtres sacrés en fait Ouais, chez ici. les Teke aussi. Voilà, Mais donc en fait, moi, je vais juste poser une question, c'est-à-dire, est-ce ouais. que c'est systématique ou bien il y a encore des critères Non, c'est c'est-à-dire, est-ce qu'il systématique. suffit juste d'être jumelle systématiquement pour être admis? Il suffit d'être jumelle, D'accord. voilà, il suffit juste d'être jumelle et mère des jumeaux. Et mère des Parce que, jumeaux. voilà, parce que les jumeaux ou les jumelles ou la mère des jumeaux, des jumeaux, ces deux êtres sont considérés des femmes, hein, puisque les femmes sont dans ce culte, il y a les interdits, ce sont ces choses. Donc, les femmes, il y a les femmes qui ne sont pas mères de jumeaux n'ont pas le droit d'assister à la sortie du Mongala. Ça, ce sont les interdictions. Il y a également l'aspect qu'on n'a pas abordé qui est en fait un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Vous avez bien compris que auparavant, ça se passait, il y avait un peu plus, on respectait un peu plus le culte mongala, mais aujourd'hui, les jeunes, même on remarque dans nos villages, ou surtout dans le Manogoué, il y a des jeunes qui ne sont même pas initiés, en fait, qui se permettent de venir parler du Mongala, alors que c'est complètement interdit. Ils montrent qu'ils sont initiés, mais il y a des retombées. Il y a derrière des retombées parce que on ne peut pas parler de quelque chose lorsqu'on n'est pas initié. Donc il y a des retombées, il y a des personnes qui tombent même malades parce que dans dans certaines informations que j'ai eues de mes informateurs, ils disent que pour ces personnes qui se livrent souvent à dire n'importe quoi sur le Mongala, quelquefois elles se retrouvent avec des maladies un peu bizarres qui peuvent arriver, comme par exemple la hernie. D'autres même trouvent même la mort parce que effectivement, ils se retrouvent dans des discussions en fait qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne sont pas initiés, mais ils parlent du Mongala. Donc, il y a Tonton, moi, je beaucoup suis de... sûre que toi, tu es initié. Tu dis mes informateurs, mes informateurs. C'est ce Non, que toi-même, tu es initié. non, 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 mes informateurs. Le dernier point, On te que je voit voulais, clair. voilà, le dernier point que je voulais partager avec vous, hein. Moi, je suis pas initié. Je suis, je suis initié naturellement. En fait, si je Ok, peux bon, m'exprimer tu ainsi. es peut-être aussi le mari d'une sœur en Christ. On ne veut pas quand même que tu aies des problèmes avec ton ministre de l'Intérieur. Donc, Non, c'est non, bon. non, non, non. En fait, ici, le dernier point que je voulais aborder avec vous et ceux qui nous suivent, c'est la question des grades dans le Mongala. Ok, En fait, intéressant. et voilà, les grades, il y en a cinq. Donc, il y a le grade de l'impétrant qu'on appelle Abunji, hein. Après ce grade-là, donc l'impétrant, c'est celui qui sollicite ou le jeune homme adolescent euh, qui doit être initié. Mais quand il n'est pas encore initié, on l'appelle Abunji. Et le deuxième grade, c'est Ango. Donc là, il est initié, on l'appelle maintenant initié. Ce grade-là, on le trouve aussi bien chez le Ndokwe. Et puis, il y a l'orateur qui traduit les paroles du Mongala au profane, qui s'appelle Abob. Et c'est ça, là, le troisième grade. Et puis, il y a l'initié supérieur, maître détenteur des grands secrets du Mongala. On le désigne. Bon, il a deux noms. On peut l'appeler un Bade ou bien Ba Ngunz. Bon, c'est des noms aussi que je découvre comme vous, que tous les Zungom qui connaissent le Mungala, euh, j'ai les prix de m'excuser pour euh, peut-être la prononciation qui n'est pas aussi bonne, parce que ces noms-là, comme
comme je l'expliquais, c'est des noms qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas, qui ne sont pas, en fait, ce ne sont pas forcément les Akélés du Moyen-Ogooué qui utilisent ces noms. Ça peut être des noms qui viennent des Baoumbu ou des Mbawin et tout le reste et tout. Donc, nous, on a du mal à les prononcer. Bon, pour nous qui ne connaissons pas trop bien, qui les découvrons aujourd'hui. Donc, Alors, et, tonton, là, j'ai 4 grades. J'ai Abunji, Ango, ouais, Abobe et Mbade. voilà, voilà. Donc, Mais j'ai donné 4 grades, non? oui, il J'ai manque le donné cinquième. Abunji, Ango, Abobe, Mbade. Et le cinquième, c'est... Ah oui, on va dire que le Mbade, la deuxième appellation, c'est Bangonze. Voilà, Bangonze. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, c'est 4 grades, hein, c'est pas 5 grades. Ok, d'accord. En fait, Donc, tu prouves que tu n'es pas vraiment initié. Ok, d'accord. On te croit voilà, maintenant. c'est 4 grades. Donc, voilà, c'est un peu ces choses-là que je peux partager avec vous. Peut-être quoi d'autre que j'ai oublié de vous dire. Je ne sais pas s'il y a une question hein, pour que je Bon, termine avec. non, apparemment, on n'a pas de questions. Vos Ah, informations sont assez ah, claires. Et voilà. puis, il y a juste une personne qui a demandé tout à l'heure si les femmes, enfin, par rapport aux femmes, mais je pense que la personne a eu ses réponses, quoi. Mhm. Donc là, Si je les pense femmes, que c'est bon, d'accord. on peut donner la parole, c'est vrai, à Hugues. On, on peut-être 2 minutes, puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes. Bon, ce que je vais dire, c'est que à ce que j'ai écouté et ce que je viens de voir tout de suite, les rites initiatiques il peut avoir une variété comme ça, comme une variance plutôt. Hein, c'est-à-dire que quand que l'on parte de l'estuaire ou dans l'Est, on peut avoir, dans les rites initiatiques du Gabon, il y a toujours un phénomène de médiatisation extérieure et ce qui relève des initiés, hein, ce qui relève vraiment de l'intérêt du cadre. Par rapport à ce que disait, je suis convaincu que le Mungala, tel que vous le dites là, tel qu'il est décrit chez tous les peuples du Gabon, il doit nécessairement, je pense, il est peut-être médiatisé d'une certaine manière particulière. Que l'on soit à Calais, on va peut-être mettre un accent sur ça, ou chez les Kota, ou chez les gens du Haut-Ogooué. Mais je suis certain, si on fait de la recherche vraiment, qu'il obéit quasiment à la même logique et que les finalités sont les mêmes. Parce qu'on peut prendre le djembé chez les Mienais, vous verrez que c'est un phénomène qui est très, très, très médiatisé chez les Mienais aujourd'hui. Mais pourtant, le même djembé là, il est chez les Akelais, il est même chez les Apinji, mais il ne se médiatise quasiment pas, hein, tel qu'on le voit. En tout cas, il y a la même finalité. C'est comme le Bouiti. Nous, les anthropologues, nous préférons parler des Bouiti du Gabon. Pourquoi? Parce que on se rend compte que le socle commun de tous les cultes du Gabon, c'est quasiment la même chose, mais la manière de médiatiser, que l'on passe d'un peuple à un autre, et puis les éléments utilisés. Il faut savoir que les Boga, je vous ai pris l'exemple du culte de Mademoiselle. Pourquoi le culte de Je t'ai Mademoiselle? dit qu'on a un autre live, Hugues. Là, Voilà. Donc, voilà. voilà, c'était pour dire En que 30 secondes. il y a une unicité Ça permet culturelle. Il y déjà a d'inciter les personnes il y a une à, unicité à culturelle. se connecter au prochain live. Et donc, les gens, que l'on soit de l'Est ou de l'Ouest, ou de l'Est ou de l'Ouest ou du Centre, il y a une unicité culturelle. Et souvent, les peuples du Gabon, ils empruntent à un autre peuple un culte, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les Ngonjé, les Bangonjé, qui sont partis s'initier ailleurs, ont vu que c'est la même chose. Donc, ils continuent à le faire. C'est comme ça, les gens, les fans de l'estuaire, ont fait le boutifang ou le mbiri fang. J'ai une question. J'ai une question pour toi.
Est-ce toi qui as fait, on va encore le redire hein, pour ceux qui te découvrent, tu as fait quand même ton doctorat sur les rites du Gabon et tu montres bien l'unicité en fait des différents peuples du Gabon au travers de leurs rites et cultes quoi. Est-ce que parmi tous les rites et les cultes là, y a-t-il un apport par rapport à la communauté Haoussa? Je sors peut-être comme ça, mais j'aimerais savoir. Bon, les Aoussa, Ah ouais, regarde. là Bon, tu ramènes un sujet. tu veux venir sur les questions, tu veux venir sur les questions qui sont brûlantes là. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais été. Écoute, moi, les Aoussa. Ne bégaye pas. Tu as fait une thèse Non, sur. je te réponds. Ok. Les Aoussa, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que les Aoussa, contrairement à ce dont les gens pensent là, les Aoussa, ils sont dans le Goué-Vindo, ils sont dans le Wellington, dans la province de Wellington depuis, c'est pas seulement là en 1960. Hein. Mais ils ne se sont jamais intégrés. Parce que Non, ils sont pas le non, vrai non, non, problème, non. c'est l'intégration, Hugues. Mais qu'est-ce que tu Non, attendez d'abord. Non, ça c'est autre chose, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Ce que je veux savoir, moi ma question elle est simple. Elle est simple, c'est pas qu'on reparte. Attendez d'abord, Esther, je vais lever un équivoque là. Oui. J'ai dit, hein, il faut qu'on fasse attention. Pourquoi? Parce que qui on appelle Aoussa au Gabon là? Parce qu'il ne faut pas confondre les Aoussa et les Béninois. Parce que le concept, l'ethnonyme Aoussa, il est appliqué à tous les Béninois du Gabon. Moi, quand on était à l'Ambaréné, on appelle les Béninois. On fait quand même la différence. Il y a quand même une différence. Nous, on sait faire la différence. Aujourd'hui, on sait. Et ça, j'ai vu le Toi, tu as vécu à Port-Gentil. Je te pose une question. Oui, ce que vous appelez Aoussa. Non, Hugues. Non, je te non, pose les Béninois ne sont pas des Aoussa. Moi, je suis toujours à Port-Gentil. Les Béninois est-ce qu'on les ne sont appelle pas des Aoussa. Si, en fait, dans nos langues, on les mélange. Aujourd'hui, on arrive à les distinguer. On les distingue, regarde. Oui, parce qu'avant, il y avait certainement un mélange. Parce que il faut avouer, il faut quand même, ça, je suis d'accord avec toi sur ce point. Quand on ne connaissait pas, on n'avait peut-être pas encore ouvert les yeux, on les appelait Aoussa. Quel ouvert les yeux? Ouvert les yeux. Non, maintenant qu'on a ouvert les yeux, on essaie de faire une distinction entre Hugues, laisse-le finir. Bon, ce que je veux dire, on a déjà dépassé le temps. On a déjà dépassé le temps. Honneur aux femmes. Alors, Hugues, c'est bon. Je connais ta thèse. On en a bien parlé. On va passer la parole à Massi. Je vais revenir sur ça parce que ce que tu as dit sur l'unicité des différents peuples du Gabon au travers des cultes gabonais que l'on retrouve un peu partout, les mêmes, on va dire, légendes, les mêmes mythes fondateurs, c'est très important. En plus, on ne sait pas d'où est parti, par exemple, ce culte-là. Est-ce qu'il est parti du Haut-Ogoué, les femmes qui l'ont sorti là, c'est parti d'où pour pouvoir se répondre comme ça, en fait? On ne sait pas. Moi, je ne sais pas, par exemple, d'où c'est parti. Je ne sais pas. Mais regarde, quand on veut s'intéresser à connaître les peuples du Gabon, si vous restez au niveau des langues, vous n'allez rien comprendre. Il faut déjà voir. Au Gabon, ce qui est fondamental, ce sont les clans et lignages. Je vous ai dit que ces choses-là transcendent les groupes dits ethniques au sens où vous les comprenez. Donc, les groupes linguistiques. Il peut avoir une parenté linguistique, une parenté plutôt lignagère entre quelqu'un qui est du Haut-Ogoué et un Fang, un Mienné et autres. Donc, si on commence à s'intéresser à là, on peut peut-être comprendre peut-être les phénomènes de circulation des imaginaires religieux, culturels et autres. Là, on peut mieux comprendre. Et merci, Hugues. Voilà. Maintenant, tu as une question, on veut consulter ta thèse. Ou est-ce qu'on peut l'acheter en ligne? Il y a Yannick Flores qui demande ta thèse. Non, ma thèse, je l'étais tout simplement bloquée pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai mon manuscrit. Hein, comme je passe à beaucoup de choses, il est prêt à être publié, mais il y a un petit truc que j'ai envie de faire, de compléter au Gabon, après que mon jury m'a demandé. Donc, je l'ai bloqué. Vous allez juste voir la description. On va patienter. Deuxième question. Il y a le prof de Kota ici qui demande
comment faire pour s'initier au Mongala? N'importe quel homme peut-il demander à se faire initier, même Non, dépasser l'adolescence? Est-ce qu'un homme adulte... non, Oui, si c'est chez les Zungom, il y a un il y âge a des critères. minimum. Ouais, mais après, il y a des prérequis. On a bien dit, pour s'initier au Mongala chez les Zungom, il faut être circoncis, il faut passer par la circoncision, parce que la cérémonie Non, de lui, je suis l'initiation, sûre qu'il est circoncis, même s'il est quota, il a bientôt, il a mais la vingtaine. c'est pendant la circoncision que ça se fait normalement. Mais aujourd'hui, il y a des changements, parce qu'en discutant avec mon informateur, on peut être circoncis, on peut passer l'étape de la circoncision et puis ensuite venir s'initier au Mongala. Il y a beaucoup de Ok, personnes qui Mais l'ont après, d'accord. fait. Ouais. pour être sûr, juste pour bien comprendre, quand on dit il y a un prérequis, c'est la circoncision, est-ce que ça signifie que même celui qui est parti se faire circoncire à l'hôpital peut rentrer Non, ou pas du bien... tout. Ah Ah, bon? Interdit. La d'accord. circoncision, c'est aussi une cérémonie, c'est aussi un rite de passage. Mais, Ça, c'est mais interdit. vous êtes des sados? Il faut faire la circoncision, il faut passer par l'étape. Parce que la circoncision aussi, c'est un rite de passage obligatoire. Et aussi, bon, il est aussi facultatif parce qu'il y a d'autres aujourd'hui Mais Alain, qui. est-ce que ça se pratique encore comme ça aujourd'hui? Oui, Mais donc, oui, ça veut dire que Parce ceux, par qu'il faut exemple, ceux qui sont déjà il faut passés par intégrer un rite. l'hôpital, ceux qui sont passés par l'hôpital, Hugues, donc Hein. finalement Hugues, ne peuvent plus. Ah, Donc, mais il peut plus Kémy, tu as s'initier. compris. Si toi, tu t'es fait Hugues. circoncire à Non, l'hôpital Hugues, général, tu ne peux plus, en fait. il faut Donc, quand c'est même fini. relativiser, hein, Hugues. Hein. Il faut Hein. quand même relativiser et dire Vas-y. que c'est vrai, il y a des changements, Hein. il y a beaucoup de Mets-moi, changements, mets-moi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup fais-moi de changements écran qui direct sont dans mon opérés dans téléphone. la société Ungom. Tu fais le truc à Hein. maman, tu l'envoies la Comme photo. je vous Tu as dit expliquais que tout son. à l'heure, si Non, le Hugues, pardon, Mungala, coupe ton école micro. direct. la Tiens, circoncision et le d'emblée. Mungala, c'est deux choses inséparables. Pour être initié au Mungala, il faut être circoncis. Et Dans la soit, douleur. voilà, soit les deux, donc au moment de votre circoncision, au même moment, vous vous initiez au Mongala. Ça, c'est une première étape. Ou bien vous avez fait la circoncision dans les normes. C'est-à-dire que Dans la vous êtes douleur. passé, voilà, dans la douleur. Vous avez fait Ouais, l'ablation du prépuce, vous avez ouais. supporté toutes ces étapes. En ce moment, peut-être que lorsque on organisait les cérémonies de Mongala, vous n'étiez pas là. Mais on ne peut pas faire ça Vous depuis pouvez tout à l'heure. passer, mais il faut que ça soit justifié. Il faut qu'on sache qu'effectivement, vous êtes passé par là. Donc, en fait, oui, Hugues, peut-être que les choses ont changé. Oui, effectivement, les choses ont changé. Si aujourd'hui, on arrive à voir des jeunes il est initié au Mongala, il a bu des bières, il est allé, il est dans un bar, il arrive à parler du Mongala comme si c'était devenu quelque chose. Bon, les choses ont changé. Les gens aujourd'hui, il y en a même qui font une mauvaise pratique au lieu de respecter ce que les anciens ont dit. Eux, ils continuent dans le. Non seulement ils font même payer, ils demandent de l'argent, et ça, c'est une mauvaise pratique. Alors que normalement, à la base, le Mongala, comme on l'a défini, c'était pas fait pour du commerce ou bien pour, je sais pas, pour des gens, ben, moi je suis maître initié Mongala, je viens pour montrer que je suis le plus fort des Zungom, le plus, comme disait Hugues tout à l'heure, le grand sorcier, mais à la base, c'était pas comme ça. Donc, ce que moi je viens de vous dire, c'est ce qui se faisait à la base. Et l'ancien là même, au départ dans son introduction, il a résumé, il a dit, voilà, le but, l'objectif de Mungala, en fait, c'était pour effectivement préserver la communauté, se préparer à la guerre, et, etc. Voilà. Il est revenu, hein. Je pense L'ancien de qu'il est, retour, l'ancien de L'ancien retour. revenu. Eh je pense L'ancien bien, de qu'il est retour. là. on va Peut-être donc, conclure. Ouais, c'est mieux qu'il Massi, clôture. Ouais, Massi, tu vas parler et puis l'ancien va clôturer alors. ouais. Est-ce qu'il y a quelque D'accord. chose que tu veux rajouter? Bon, Ben, moi, je vais juste donner un exemple
mon expérience en tant que femme. La bienheureuse du terroir, la bienheureuse du quand il y terroir, a eu je des vous ai personnes. suivi. Pardon? Oui, je vous ai suivi, mais malheureusement, la connexion n'étant pas bonne, c'est Ah bon, entrecoupé. dans ce cas, ancien, si vous avez quelque chose à dire, on va Mais vous ça a été privilégier alors. un très bon, ça a été un très beau thème. Même relever certaines confusions. Hein. Mungala, ce n'est pas une danse. Mungala, c'est une école. Maintenant, les éléments qui accompagnent Mungala dans sa phase festive. Et il est encore parti. Là, c'est compliqué. Hein? Bah, en plus, c'était la Bon, partie la plus Oui, la intéressante. plus je veux juste dire intéressante. il y a Je pense quelqu'un qu'il ici devait. qui a dit pourquoi vous n'avez pas invité des initiés. En fait, hein, sur ce plateau-là, tout le monde est initié. C'est vrai que c'est Voilà, peut-être pas initié au Mongala, naturellement. Ah, ouais. mais je vais vous dire que ceux qui sont initiés ne le disent pas en général. Comprenez ça juste comme ça. Moi, je suis une femme, donc je ne suis pas dedans. C'est vrai, tout comme Massi. Mais on c'est a lui Voilà. qui tous parle entendu là. parler de ça en grandissant. L'ancien qui est là, c'est un grand dedans. Mais en Et fait, il a dit dès le début, en fait, il a parlé, sauf qu'il ne peut pas en dire plus. Vaut mieux que quelqu'un parle même pour lui. C'est comme ça, en fait. Parce que Voilà. oui, c'est ça. C'est On très ne sait pas secret. trop à faire d'informateur là, mais bon, voilà. non, Maintenant, non, non, non. et il est parti. Bon, Non, en je fait, suis. la bienheureuse, Hmm. ce qu'il voulait dire, hein, en fait, c'est qui accompagne, en fait, on va dans la phase festive, quoi. Ce qu'il voulait ajouter, en fait, effectivement, dans le Mongala, c'est la circoncision. Hmm. C'est cette étape-là que peut-être aujourd'hui beaucoup de jeunes refusent parce que on a regardé, on a vu. C'est vraiment des étapes où il faut vraiment comment dire, passer en fait toutes ces étapes, ces épreuves pour Tout atteindre ce qui soit la fête, mais le Mungala, c'est accepté. d'abord Voilà, une école. Et voilà. Ah, il est revenu. Hmm. Et là, c'est compliqué. Bon, Esther, si tu veux comprendre ce que est en train de dire Alain Serge, Mm. il y a un ouvrage qui est écrit par un professeur gabonais qu'on appelle la postectomie. La postectomie, c'est ce qu'on appelle la circoncision. Vous allez comprendre que la postectomie, c'est un grand rite au Gabon. C'est quand on circoncie les gens, mais pour le comprendre, parce qu'il a travaillé avec les quotas. Les quotas qui parlent également de Mungala. Si vous voulez comprendre ce que c'est, lisez l'ouvrage de Jean-Ferdinand Mba, un professeur de sociologie du Gabon qu'on appelle la postectomie. Le titre de l'ouvrage, c'est la postectomie. Donc, On va le contacter. On va le contacter. Ok, lui, d'accord. voilà, et vous allez comprendre beaucoup de choses, de toutes les questions que vous posez là. Pourquoi est-ce qu'on circoncie d'abord? La place de la circoncision chez nous, c'est bon même, je trouve le thème. Ok, on va finir avec Massi alors, parce que là, on a trop débordé. Donc, Massi, on va t'écouter. Oui, et donc moi, je voulais juste parler, de toute façon, moi, en tant que femme, donc forcément, on ne participe pas à ce type de cérémonie. Mais de mon expérience, donc j'ai pu, on va dire, voir de très loin. Hein. Donc, les fois où les personnes de la famille, en tout cas les jeunes garçons, ont été circoncis, nous les femmes, donc la veille, donc il y a les mamans qui cuisinent. Elles font déjà tous les repas qu'elles mettent, qu'elles gardent dans un coin de la maison. Et le lendemain matin, à 5 heures, on nous réveille et toutes les femmes, elles doivent rester cachées. Ils ne doivent pas sortir. Donc, moi, je suis restée cachée, pareil avec ma mère, les sœurs, on est resté cachés. Toute la journée, on n'a pas le droit de sortir. On entend quelques voix de temps en temps, mais ce sont les hommes qui sont dehors, qui font bien sûr avec les jeunes, hein, avec les jeunes qui vont participer à la circoncision, à la cérémonie, etc., de tous les rites. Mais nous, on devait rester complètement cachés. On est resté dans une chambre. On nous a dit, vous n'avez pas le droit de sortir. Donc, de 5 heures du matin
jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Et donc, ce n'est qu'après la cérémonie que nous, on a pu sortir, mais bien sûr, forcément, on ne savait pas tout ce qui s'est passé. Et en posant des questions, on n'a pas non plus les réponses. On dit, Ok. on a entendu telle voix, cette voix, c'était pourquoi? Ben, pas de réponse. Ok. Très bien. Merci Donc, beaucoup. voilà. Alors, je vais donc conclure. Je commence par vous remercier, franchement. Merci pour ce beau plateau-là. Vous nous avez tous apporté. Massi, qui est spécialiste des Wongom, avec tonton Alès Serge. On a un anthropologue là qui a vraiment étudié à fond les rites de chez nous. On avait aussi l'ancien, bon, il est en mode feu follet. Ça se peut, le Mongol à lui-même ne veut pas qu'il parle. Il Voilà. parle, Mieux tout vaut à qu'il fait. soit l'informateur de quelqu'un, mais pas qu'il parle directement. Donc, ce que je retiens, en fait, il y a plein de choses à retenir. On a vu la fonction sociale des rites et culs de chez nous que l'on peut donc trouver avec ça. Le Mungala n'est pas une danse, mais qui a dans son expression aussi des danses, des chants et tout. C'est un culte. Donc, les cultes de chez nous, forcément, il y avait ce genre d'adoration comme dans toutes les choses spirituelles. Mais le Mongala, c'est une école, donc un passage, un rite de passage du garçon à l'adulte et qui passait surtout par la circoncision. C'est aussi, il y a des grades là-dedans, donc c'est aussi une école de guerre. Hein. Voilà, c'est également le législateur, c'est aussi le judiciaire, donc qui a le rôle de policier. Bon, maintenant, moi, je retiens au travers de l'anthropologue qu'on a un live à faire au travers de l'unité, ou si vous voulez, l'unicité des différents peuples du Gabon au travers de leurs rites et cultes. Parce qu'effectivement, ces histoires que vous entendez là, on va les retrouver un peu partout. On ne sait pas d'où est partie la trouvaille, comment ça fait pour se répandre. Il y a des cultes qui portent des noms différents, mais quand l'anthropologue va vous expliquer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la quintessence, elle est la même. C'est juste dans l'expression, dans la façon de faire que ça va changer comme un peu nos langues finalement, avec les Mungala et les Ongala. Donc, on comprend où l'ambuiri et le bieri, par exemple. Donc, c'est des choses comme ça. Maintenant, en ce qui me concerne, la bienheureuse du terroir, je suis très intéressée par ces questions-là parce qu'elles sont profondes, en fait. Lorsqu'on veut bâtir une nation, on doit s'appuyer sur des choses qui sont centenaires, des choses qui nous lient intrinsèquement, en fait, pas des choses superficielles. Chez nous, les Bantous, en fait, nos États aujourd'hui vivent une forme de superposition. La rencontre avec le blanc a fait en sorte qu'on peut dire ouvertement dans l'immigration, ok, quelqu'un qui a la nationalité gabonaise au travers des lois, c'est un Gabonais, ça ne fait pas de débat du tout. Donc la bienheureuse n'est pas contre les Aoussa ou qui que ce soit, ce sont des Gabonais, comme moi je peux être acceptée dans les sociétés occidentales parce que j'ai une double nationalité. Ce sont donc nos compatriotes, nos frères, nos chéris, nos amoureux, nos amoureuses, nos belles-sœurs. Mais quand on va aller maintenant dans l'unité en fait de nos peuples et autres, on ne va pas trouver certains peuples-là qui sont arrivés parce que l'intégration chez nous, ça passe par le culte, ça passe par le sang, donc le mariage. Voilà. Donc le mariage, l'enfantement, vraiment c'est des liens à chaque fois de sang ou de culte en fait qui vont faire la parenté. Donc que ce soit les lignages, tout ce que vous voulez. C'est pour cela que on peut avoir l'impression que certaines personnes, certains groupes en fait au Gabon ne sont pas des Gabonais. Mais en réalité, c'est qu'il y a une rupture épistémologique entre ceux qui parlent d'un côté purement, on va dire, post-colonial, donc au post-indépendance que nous sommes aujourd'hui, les lois des Blancs, on va dire, et ceux qui vont parler au niveau de de l'intégration culturelle, mais sous-jacente en réalité, c'est cultuel que l'on voudrait dire. Donc, on n'a pas du tout à vouloir être xénophobe ou quoi que ce soit, ça ne nous ressemble pas, d'accord? Mais la vérité a quand même le mérite d'être exposée ici. Le fondement de ce que les Gabonais aiment bien être entre eux, c'est parce qu'à la base, la femme a une grande place, la femme qui est la mère, qui représente même le pays avec la maternité et tout ça là. C'est souvent les femmes qui ont été à la base de beaucoup de cultes de chez nous et on se retrouve un peu chez nous dans toutes les ethnies du Gabon en fait. C'est un peu ça.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie aussi à vous qui avez partagé, à vous qui nous soutenez. Sachez que quand on fait de l'instruction populaire, on touche à l'éducation. Donc, c'est pas forcément des choses qui intéressent. Vous êtes donc un peu le gratin et ça nous encourage en fait à prendre de notre temps. Vous voyez qu'il y a des ouvrages qui sont lus, il y a des thèses qui sont achetées. Donc, les gens viennent vous donner gratuitement quelque chose qu'ils n'ont même pas reçu gratuitement et ils prennent même des risques quand je parle par exemple des initiés. Donc, merci à vous parce qu'on a aussi envie que les réseaux sociaux soient utilisés à bon escient, puisque c'est enfin notre essor à tous vers la félicité. C'est sur ça que je vais vous laisser et vous dire à la prochaine fois. Je vais vous motiver encore, Hugues, pour venir nous parler des différents rites ici. D'accord? Le Gabon, c'est une même grande famille. Oui, le Gabon, en fait, le Gabon profond, c'est une même grande famille. C'est ça. C'est-à-dire que on a beaucoup de mal avec en fait, on ne le sait même pas, mais c'est comme si on était même attaché, en fait. Voilà. Donc, en tout cas, bien à vous, que Dieu vous bénisse là-bas. Au revoir. Alors, j'ai cliqué terminer le stream. Donc, Allez, au revoir. oui. Bonne soirée à vous. On va débriefer ou quoi? Oui, on peut débriefer. Moi, je coupe seulement le streaming. Donc D'accord. là, normalement, j'ai On peut cliqué. débriefer. Vous avez la confirmation que c'est arrêté ou c'est mon ordi qui rame ici? Non, le direct continue. Ah ouais, il faut arrêter là. Ok, ça me met terminer le stream. Donc là, c'est en train de